Jean-Claude Zaparty, bonjour. Alors Zaparty, pas encore, puisque donc secrétaire général de la CGT 66, on va le dire comme ça, sinon la titulature ressemble plus à une thèse qu'à un titre. On est place Rigaud. Donc jeu de mots foireuse sur Zaparty parce que va bientôt partir la CGT place Rigaud de la maison des travailleurs. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire de la présence de la CGT à la maison des travailleurs, enfin à la maison du travail, comment ça s'appelle? Bien sûr. L'histoire de la CGT et de la Bourse du Travail ici de Perpignan est très vieille, hein, puisque la CGT occupait cet endroit, qui est un endroit évidemment historique depuis une centaine d'années. La Bourse du Travail. La Bourse du Travail, hein, voilà, c'était notre maison depuis une bonne centaine d'années, mais nous n'en étions que locataires, hélas. Et donc, lorsque la mairie, il y a quelques années, nous a signifié l'obligation que nous avions de quitter les lieux parce qu'il y avait un projet qu'aujourd'hui tout le monde connaît, d'installation d'une bibliothèque de la faculté de droit. Bon, on ne l'a pas fait sans poser quelques conditions. Dès lors que ces conditions ont été remplies, qu'elles ont globalement satisfait les militants de la CGT, eh bien, on s'est effectivement résigné à quitter l'endroit avec lequel il y avait un attachement très fort, évidemment. Et puis là, on vous a mis du côté de l'école La Garrigole, donc c'est vachement excentré, c'est sur les rebords de la ville, si on ose dire. Oui, on va dire, c'est en périphérie de la ville, on n'est plus dans une position centrale, certes, mais on a été relogé dans de bonnes conditions, je dois l'admettre. Donc voilà, nous avons des locaux dont j'espère que nous allons faire une maison de la CGT très vivante, voilà, qui aura probablement vocation à être un lieu évidemment de formation syndicale, de réunion, mais aussi un lieu de culture, un lieu de débat, un lieu de convivialité. Donc voilà, c'est vraiment notre ambition au niveau de cette nouvelle maison CGT. Je dois avouer quand même que la Bourse du Travail, même s'il y avait l'attachement affectif, historique, symbolique, c'était quand même un CGT central, évidemment dans Perpignan, c'est difficile d'accès, il faut le reconnaître. Ouais. C'est un vieux bâtiment. C'est un vieux bâtiment qui, de toute façon, dans lequel nous allons garder un pied, puisque nous allons y conserver un local. Coiffure qu'on voit là. Voilà, c'est ça, nous allons y conserver un local pour notre institut d'histoire sociale. Bon, voilà, qui a une vocation évidemment culturelle, et donc dans ce lieu qui sera une bibliothèque, il est tout à fait indiqué. Alors, c'est la Bourse du Travail, ça date. Alors, le temple protestant date de 1876, donc on va virer les protestants aussi. Alors, tout bon catholique devrait se réjouir, mais il m'arrive d'être catholique, j'arrive pas à me réjouir non plus, parce que finalement, on vire du patrimoine. Oui, enfin bon, moi là-dessus. Je parle pas des protestants, enfin si, mais c'est un ensemble de choses. En fait. Voilà. C'est vrai que cette Bourse du Travail, elle avait une particularité, je crois que c'est pratiquement un cas unique en France, où elle hébergeait aussi un temple protestant. Bon, visiblement les protestants, même s'ils n'ont pas protesté autant que nous, mais ils se rebiffent quand même, et finalement je crois savoir, d'après la presse, qu'ils obtiennent quand même de bonnes conditions. Alors après, moi, c'est pas à moi d'en juger, hein, c'est à eux, mais voilà. Mais l'argent ne fait pas tout, camarade. L'argent ne fait pas tout. On va suivre ça avec un certain intérêt, mais bon, voilà. Alors, on va revenir à c'est quoi la CGT? C'est un outil de la lutte sociale, on peut le dire, ou de la défense du travailleur. On peut le prendre dans les deux sens d'ailleurs. Oui, effectivement, être à la CGT, ça veut dire avoir conscience de la nécessité de s'organiser collectivement pour défendre ses intérêts. Alors évidemment, nous, on a vocation à nous adresser au monde du travail, aux salariés d'une manière générale, mais au-delà des salariés, on s'adresse également à l'ensemble de la population, parce que je ne vois pas comment on peut prétendre défendre efficacement, par exemple, les services publics, qui sont extrêmement attaqués depuis quelques années, mais singulièrement de manière extrêmement... Oui, mais il faut libérer les marchés, camarades. C'est pas notre vision des choses. Donc on a effectivement, nous, vocation à faire grandir l'idée chez les gens que, par exemple, la défense des services publics, c'est leur affaire aussi. Voilà. Alors, est-ce que vous avez perdu des parts de marché, parce qu'on va parler capitaliste, je le parle couramment, au cours de décades, parce que c'est le travailleur qui s'est embourgeoisé, qui a cru
qui croit plus à la société de consommation qu'à la lutte des classes, où vous-même vous êtes embourgeoisé en plus dans la foulée et vous refaites les mêmes gestes pour défendre, même si ça marche plus, ça n'est plus qu'un rituel vide de sens. Bon, j'apprécie le ton un peu sarcastique, mais moi je crois pas, comme Balladur à une certaine époque, il parlait du capitalisme populaire et finalement des ouvriers qui pouvaient finalement accéder à l'actionnariat. Bon, bien entendu que tout ça c'est un leurre. Et non, moi je crois à une société, où les richesses sont partagées, parce que elles sont partagées de manière, je dirais, égalitaire, parce que les richesses sont c'est le monde du travail qui les produit. Il y a des gens qui sont utiles à la société, puis il y a des improductifs. Est-ce qu'on doit partager avec les improductifs? Non, pour nous, il n'y a pas. Improductif, c'est pas une notion qui est naturelle dans la CGT. Elle l'est peut-être. Vous n'êtes pas darwinien à la CGT? Non, absolument pas. Personne n'est inutile. On se doit, nous. Donc c'est un message à Jean-Marc Pujol, si des fois il avait des angoisses. Peut-être, mais en tout cas, donc, personne n'est inutile dans la société. Il faut veiller à ce que chacun y trouve sa place. Vous savez, il y a des gens qui ont malheureusement connu des accidents de la vie et qui du coup ne peuvent plus travailler. Ces gens-là, il faut aussi faire en sorte qu'ils puissent vivre dignement. Tu parles des politiciens? Non, je parle pas des politiciens. Moi, je parle des gens qui ont eu des gros accidents, voilà, et qui. Une élection, c'est un accident. Ah oui, pour certains, oui. Un accident bénéfique pour eux, visiblement. Donc, la question, c'est justement en matière de lutte sociale. On a vu les gilets jaunes, et alors tout le discours, tout en détestant les gilets jaunes, ça faisait remarquer aux corps intermédiaires anciens. Ce que tu représentes, j'ai pas dit que tu étais une ruine, hein, attention, tu n'es pas Palmyre. Ils avaient obtenu ce que vous n'avez pas été foutu d'obtenir, c'était en filigrane qui était dit, pendant des décades. Oui, alors bon. Des connards de gueux en jaune quand même. moi je nuancerais un peu quand même les choses, parce que effectivement, on dit les Gilets jaunes, c'est un mouvement d'abord de protestation populaire remarquable. Moi, je suis admiratif de ces citoyens qui luttent depuis maintenant 15 semaines et qui ont mis en lumière une société profondément inégalitaire. Alors que vous avez défilé, notamment pendant la casse du Code du travail, pour dire absolument la même chose. Absolument, non, mais d'ailleurs, effectivement, moi je leur dis, on partage le même combat, et donc on doit travailler ensemble, on doit agir ensemble. Pour revenir sur l'efficacité de ce mouvement, certes, il y a eu quelques avancées, mais il faut les relativiser, parce que la prime d'activité... Alors 10 milliards d'euros, nous assentons... Oui, mais c'est quand même 10 milliards d'euros qui ne sont pas pris dans les poches du grand patronat, de la finance. Et donc, c'est d'une certaine manière, on reprend aux gens qui travaillent pour reverser à d'autres. Voilà, nous, on revendique de réelles augmentations de salaire, un SMIC à 1 800 euros, un développement des services publics qui sont notre bien commun. Alors, c'est pas des slogans, c'est aussi une réalité. On est dans un département ici où il y a une désertification des services publics, notamment dans les zones un peu éloignées de la ville, de Perpignan. Et ça, c'est absolument insupportable. Ça participe de cette dégradation sociale. Et je crois que le mouvement des Gilets jaunes, il exprime un ras-le-bol. Donc, encore une fois, nous, tout naturellement, on ne peut être qu'à leur côté. D'ailleurs, je me réjouis de constater qu'il y a une convergence d'action qui se met en place dans ce département, mais au niveau national également. Donc, alors, la question c'est, et après les Gilets jaunes, est-ce que la CGT a de nouvelles stratégies d'action, d'agite-propre, on va dire? En fait, ce qui nous distingue de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est que pour l'essentiel, il s'adresse à Emmanuel Macron, qui évidemment concentre sur lui des pouvoirs considérables que lui confère la Ve République, les institutions de la Ve République. Cependant, nous on dit qu'il y a un interlocuteur qui pour l'instant est quand même épargné, c'est le grand patronat. Je précise le grand patronat, parce que le MEDEF et avec ce capitalisme ultra financiarisé, donc la finance d'une manière générale. Et évidemment, les petits patrons, les petites entreprises, les commerçants n'ont peut-être pas conscience
que la CGT, d'une certaine manière, défend aussi leurs intérêts. Oui. Mais en tout cas, je suis ouvert à un débat là-dessus avec comme qui ils le ont voudra. le titre de patron, ils y croient peut-être, c'est ça le problème. Probablement, peut-être qu'ils sont dans un fantasme, mais en tout Et cas... il y a l'auto-entrepreneur qui est persuadé qu'il est un winner. Voilà, c'est ça, probablement. Mais en tout cas, ils sont ramenés au principe de réalité. Et quand on voit les principes de réalité, ben, on peut leur dire que d'une certaine manière, eux aussi, ils subissent finalement les dictats du grand patronat, de la finance. C'est très clair. Est-ce qu'on peut envisager une convergence des luttes entre la CGPMU et la CGT? Comme dans le discours, c'est parce que je dis ça vient pas de nulle part. Si tu avais dans Martin Eden, mais dans le talon de fer, toujours du même le Jack talon de London, fer, magnifique. Où il y a un syndicaliste qui va voir les petits patrons parce qu'il s'est braqué avec une fille de la bourgeoisie. On dit, mais camarades, on a face à nous le même ennemi, c'est le talon de fer de la finance. Mais exactement, faisons lutte commune. Je suis tout à fait d'accord. Les gens seraient très surpris de constater à quel point les propositions que nous avons, elles concernent beaucoup de monde, au-delà même, je dirais, des salariés. Et le petit patronat aurait tout intérêt à nous... peut-être à nous regarder différemment. Est-ce que c'est parce que la société de consommation, enfin le capitalisme, parce que déguisé en société de consommation, a laissé croire que c'était des consommateurs et plus des vaincus de l'histoire, à savoir de lumpenprolétariat comme disait Marx. Que justement ils vont plus à la CGT, puisque eux c'est pas des losers, c'est les losers qui vont avoir un syndicat. C'est clair qu'on est victime d'une certaine manière d'une image qu'on a plaquée sur la CGT, où on serait, pourquoi pas, misérabilis, etc. Pas du tout. Nous, on se bat pour que les gens accèdent à un certain bien-être sans devenir des milliardaires, parce que Macron, contrairement à ce qu'il dit, les gens n'aspirent pas à devenir milliardaires. C'est mathématiquement impossible. D'abord, c'est mathématiquement impossible, mais ils aspirent tout simplement à vivre dans la dignité, à vivre dans un certain confort que nous permet aujourd'hui les conditions de vie dans un pays comme la France. Donc voilà, ce qui est insupportable, c'est ce fossé qui grandit de plus en plus entre des gens qui vivent dans l'opulence la plus totale et puis des gens qui aujourd'hui vont faire les poubelles pour manger. Voilà. C'est pas possible. Il n'y a pas de crise de la production, il y a largement de quoi nourrir tout le monde. Très largement, mais même au-delà de l'hexagone, au niveau mondial, parce que la problématique, nous on n'a pas un regard qui est strictement hexagonal. On a une vision, déjà au niveau européen, on sait très bien que les politiques menées ici, elles sont déclinées à Bruxelles, à Strasbourg, elles sont déclinées dans un cadre européen déjà, mais y compris dans un cadre mondial. C'est ce que Naomi Klein appelle la stratégie du choc. Absolument, absolument. Je partage complètement la vision de Naomi Klein, qui dit par exemple dans son livre, un livre remarquable, Tout peut changer, que c'est ce système économique là dominant qui est le capitalisme. Oui. Qui, à terme, met l'écosystème en danger, sans parler des dégâts sociaux absolument considérables qu'il provoque. Alors, une dernière question, parce que je vais devoir régler mon repas, puisqu'ils vont fermer. Oui, c'est les contingences, hein, ça arrive. Oui, y a 2 journaux qui sont menacés, et étonnamment, ils sont communistes tous les deux. Je pense à l'Humanité fondée par Jean Jaurès, et le Travailleur catalan fondé par André Martí, perpignanais, qui a été le chef des brigades internationales pendant la guerre d'Espagne, qu'on appelait très gentiment le boucher d'Albacete. Mais c'était les fascistes qui disaient ça de lui, c'est bien connu. Donc faut-il croire les fascistes? Ceci est une autre histoire. Et surtout les combattre. Alors, écoutez, nous, bien évidemment, un journal comme l'Humanité, qui est un journal national, qui est du côté des luttes sociales, qui d'ailleurs en parle beaucoup, contrairement à beaucoup d'autres médias qui sont entre les mains de grandes fortunes. L'Humanité, évidemment, au-delà du fait que c'est le journal fondé par Jean Jaurès, mais c'est un journal évidemment important dans un contexte où la presse, elle est pratiquement monolithique. Et là, ne serait-ce que pour défendre le pluralisme de la presse, un journal comme l'Humanité, un journal comme le Travailleur catalan mérite de vivre, bien évidemment. Donc je lance effectivement un appel à soutenir ces publications-là, ces journaux, qui sont essentiels en France. Donc on peut retrouver la CGT, donne la nouvelle adresse. Alors oui, on est effectivement maintenant situé rue de la Garrigole, donc la maison des syndicats, 8 rue de la Garrigole, voilà, en face du collège de la Garrigole, pas très loin de la clinique Saint-Pierre. Voilà. Est-ce qu'il y a un site internet, un numéro de téléphone
pour vous joindre? Oui, il y a un site internet www.cgt66.fr. Voilà, donc on peut nous contacter. Vous faites aussi de la défense aux consommateurs, ce qu'on ne sait pas forcément. Absolument, on a une association qui s'appelle Indecosa, de défense, donc de conseil aux consommateurs. On a également évidemment à la maison CGT donc de la Garrigole également un accueil juridique pour venir en aide à des salariés qui seraient en grande difficulté, et ça on le fait évidemment tout à fait gracieusement. Numéro de téléphone? Non, mais c'est pas grave, je le rappellerai il y a un numéro après. De téléphone, oui. Ça sera je n'ai noté pas de mémoire, là. Ensuite. Jean-Claude Zaparti, merci. C'est moi qui vous remercie.